Alors, je tiens à dire qu'on a des trucs, nous, on n'a pas trouvé de nom pour cette chronique. On nous met comme ça dans le coin. Oh, je peux pas dire ça, moi, semaine dernière, j'ai une jolie fleur et Donc, tout. il n'y a que moi, en fait. Oui, c'est vraiment focus, Marie. Je crois que c'est un focus. C'est que sur toi. Je vais gagner au Picasso, donc c'est pas grave. Hugo, tu vas nous parler, toi, de la conquête spatiale, c'est ça, la guerre des étoiles. C'est un sujet d'actualité, en plus. Ouais, sujet un peu d'actualité. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis pas scientifique. Il y a des chaînes YouTube, d'ailleurs, et j'en reparle à la fin de la chronique, comme celle du Gaullisoire, qui est super intéressante pour se plonger dans tous les détails de tout ça. Mais c'est une question qui est logiquement fait rêver, mais pose des vraies questions géopolitiques, et politiques en fait au sens le plus concret du terme. Et vu que les dernières chroniques que j'ai pu faire, dont on a parlé de détresse des jeunes, on a parlé des sectes, on a parlé de Zumba à un moment quand même. Ouais. Quand même relâché. C'est sympa. Zumba, Ça fait plaisir. Le business et de la Zumba. voilà, on a fait quand même des petits sujets, le Covid, le machin, le truc. Je me suis dit aujourd'hui on part sur un sujet un peu plus chill. Et surtout, comme tu disais, on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité récemment. Il y a environ 2 semaines, la NASA qui a posé un robot sur Mars, Perseverance. On va voir les images. Il y a aussi évidemment Elon Musk avec SpaceX qui a beaucoup fait parler avec ses fusées. Et puis il y a aussi donc ça c'est le robot Perseverance. Et puis il y a aussi les Émirats Arabes Unis, qui se sont aussi lancés récemment dans une mission pour aller dans l'espace. Bref. Tout le monde a envie d'aller dans l'espace et c'est justement l'objet de cette chronique. On va parler de la guerre des étoiles très concrètement et on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les pays à aller dans l'espace, à vouloir aller dans l'espace. Et on va essayer de voir un peu tout ce qu'il en est là-dessus pour faire un petit état des lieux dans ce sujet Avec dans plaisir. l'actualité, quoi. Ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi je pense cette voix. Donc, juste c'est intéressant de voir déjà que pendant longtemps, cette guerre des étoiles, c'était vraiment 2 superpuissances, la Russie, les États-Unis, contexte de guerre froide, exactement. Et donc, ça part dans l'espace à ce moment-là. Et donc, ces dernières années, il y a eu de nouveaux acteurs qui ont émergé. Ces nouveaux acteurs, on peut les diviser en 2. D'un côté, des nouveaux pays. Et de l'autre côté, des entreprises qui vont d'elles-mêmes se lancer, parfois en collaboration avec des pays. Je pense à évidemment SpaceX, donc Elon Musk, qui s'est associé à la NASA pour un certain nombre de projets, mais parfois vont aussi y aller un peu plus en solo, disons, et pour des projets davantage notamment de tourisme spatial. Donc là, c'est intéressant de voir. On a 2-3 exemples qui montrent un peu qu'on est déjà un peu dans le futur de ce point de vue-là. SpaceX, objectif, envoyer des touristes dans l'espace dès la fin de l'année, et autour de la Lune d'ici 2023. Donc on est sur des projets assez... très court terme. Ça arrive là bientôt, quoi. Ça arrive avant Pokémon en version bref. On a aussi Version black. Non, mais. Le truc. le jeu vidéo là. Il s'en va les couilles. Au respect. On a aussi Virgin Galactic. Donc ça, c'est, je sais pas si vous connaissez le fondateur de Virgin, un milliardaire. Ah, le long cheveu, là. Le long Grande chevelure, ouais. D'être décrit comme ça. Mais oui. J'ai plus le nom, mais grand cheveux. Richard Branson, qui lui aussi veut envoyer des touristes dans l'espace, un milliardaire qui a cette ambition-là. Et puis on a aussi un petit dernier, patron d'Amazon. Bezos. Alors, patron d'ailleurs. Enfin, non, on s'en fout. Je suis plus dans l'actu là. Là, j'avoue que C'est plus dans l'actu. Mais voilà, grande tête d'Amazon, Jeff Bezos, avec son projet Blue Origin. D'ailleurs, il s'est mis en retrait d'Amazon pour notamment travailler sur ce projet-là. Il se fait un petit kiff et lui aussi du coup développe le tourisme spatial. Donc il y a ce développement des acteurs, d'entreprises privées, et donc ça c'est intéressant notamment pour la NASA, parce qu'en fait pour la NASA ça lui permet de rattraper son retard dans certains éléments, notamment par rapport à la Russie, de se dire en fait on va s'associer avec SpaceX pour tout simplement envoyer des gens dans l'espace ou autre. Il y a un avantage en fait à s'associer comme ça avec des entreprises privées qui sont qui ont une capacité SpaceX, mais comme d'ailleurs dans l'automobile avec Tesla. C'est des boîtes qui ont une capacité d'innovation qui est beaucoup plus importante que quelque chose comme la NASA, mais comme tu peux avoir en France, qui est beaucoup plus bureaucratique, beaucoup plus... il y a quand même certains freins de ce point de vue-là. Et donc, eux peuvent arriver et tout simplement innover plus facilement. Les grands groupes, j'avance. Les autres acteurs nouveaux, c'est des nouveaux pays. Un homme, Asa Al-Mansouri, qui est tout simplement le premier astronaute arabe sur la station spatiale internationale. Il faut savoir que c'est un événement assez important, puisque c'est un pays qui a à peine 50 ans, les Émirats Arabes Unis, donc vraiment tout récent en termes de puissance, et qui a réussi, alors de façon assez... ils ont un peu, en gros, pris des éléments d'un peu partout pour créer un peu leur technologie et aller comme ça dans l'espace et se lancer dans cette conquête spatiale. Mais en gros, on a des puissances qu'on ne voyait pas forcément jusqu'ici, qui émergent et qui se disent à nous aussi d'y aller. On va voir juste après pourquoi. On a parlé de la Chine, effectivement. La Chine avec sa sonde, notamment Chang'e 5, je crois que c'est dit comme ça, qui a sa sonde autour de la Lune, sur la Lune, pardon, pour du coup remporter des échantillons lunaires. Il y en a un autre en orbite autour de Mars.
Mars. Donc voilà un peu les innovations avec la Chine qui rentrent aussi dessus. C'est le nom d'une femme, Chang'e, Ok. qui est allée sur la Lune, du coup. Ok. Rejoindre des lapins, c'est une légende. J'en parlerai dans une Ah, mais Ah, ça tombe bien. Ouais, du coup, c'est marrant qu'ils aient donné ce nom Génial. à Chang'e, ouais. Ok. Ouais, Et le ouais. 5, bon, ça va être une question plus technique. On a eu 4 autres avant. Voilà, du coup. Ok, mais super intéressant. J'avais pas l'anecdote, c'est grave intéressant. Et du coup, on peut aussi parler de l'Europe, qui est quand même un peu plus lente par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine ou autre, mais qui essaie d'y aller. Nous, on connaît évidemment Thomas Pesquet, qui en tant que figure, qui va sur la station spatiale internationale, mais on a aussi du coup l'agence spatiale européenne, qui prévoit notamment d'aller sur Mars en 2022 avec son propre rover. Donc voilà, on n'est pas non plus complètement délaissé, et on est un peu présent. Maintenant que j'ai fait cette petite présentation, posons-nous la question très concrète, pourquoi faire tout ça ? Pourquoi aller dans cette conquête spatiale ? Encore une fois, là, je rentre pas dans cette chronique sur les détails scientifiques, de techniques, de Bien sûr. où pour faire quoi, mais pourquoi généralement cette exploration spatiale et cette guerre des étoiles ? La première découverte serait juste monstrueuse, non ? Si on Exactement. découvre le moindre truc inconnu, c'est assez insane d'avoir juste Ouais. de l'avance au niveau des infos et des découvertes pour peut-être faire d'autres choses, quoi. Même Ouais. se dire j'y étais et être dans une chronique de Rive. Donc, se dire je suis dans la liste des gens qui y sont allés, quoi. Alors, c'est un point qui est très, très intéressant, et je trouve d'ailleurs très intéressant que tu aies sorti d'abord le côté pour être le premier. Et en fait, être le premier, c'est super important. Bah ouais. C'est super important d'un point de vue scientifique, et donc moi, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais logiquement, ça permet d'avoir un certain nombre d'infos, et donc ça a un intérêt scientifique. C'est aussi important parce qu'il y a un enjeu de communication et de soft power, un terme qu'on utilise assez souvent, qui est important. Ouais. Pardon, je me demandais à quel point justement, parce que par exemple avant c'était hyper important d'être le premier dans un contexte de guerre froide, à quel point maintenant il y a un partage de l'information. Tu vois ce que je veux dire, si par exemple la Chine découvre quelque chose, Ils si sont obligés de le dire, la peut-être, NASA, ou ouais, pas tu vois, est-ce que tout le monde garde pour ouais. soi, comment ça marche? Alors, sans entrer dans les détails, et je suis pas non plus expert là-dessus sur ce point précis, mais tu as quand même des collaborations qui sont aujourd'hui. Typiquement, même l'Agence spatiale européenne qui a travaillé sur le robot Persévérance, et même les Français qui ont travaillé sur la caméra, la caméra, etc. Donc il y a des collaborations qui se font. Après, sur les informations en tant que telles, j'ai pas forcément la réponse, mais justement, ça pose une question sur les ressources qui sont extraites, et c'est un des points que je vais voir après. C'est ça, c'est-à-dire que si tu es installé sur n'importe quoi, Mars, la Lune ou j'en sais rien, et que tu commences à rapporter des choses qui te sont utiles, et que tu es le seul à avoir ça, et que tu es le seul à récup, bah t'es bien gagnant à l'avoir trouvé en premier. Ouais. Quoi. Et ça pose une vraie question légale du coup qu'on va voir juste À qui après. ça appartient, non Enfin, Exactement, c'est tout simplement le sujet un peu central du truc, quoi. Donc un enjeu quand même, être le premier, c'est aussi un enjeu de soft power. Alors le soft power, qu'est-ce que ça ? Vous l'avez peut-être vu au lycée, ou c'est un truc qu'on voit parfois en cours. C'est défini comme la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur, mais par un ensemble de moyens autres qu'aux coercitifs. Donc en gros, autres que par des moyens, par la force ou par la menace ou tout ça. C'est exercer une influence. Les États-Unis, par exemple, vont exercer une influence sur une bonne partie du monde, et notamment la France ou l'Union européenne, enfin l'Europe, par non pas seulement une force militaire, mais aussi par le Les séries, cinéma, les films, culture, bien quoi. sûr, Ouais. l'American Way of Life, quoi. Exactement. Donc enjeu de soft power immense. C'est toujours pas moi qui ai cassé le bureau. C'est Ponce. Pas de souci. C'est Ponce, mais c'est pas grave, on l'aime bien. Donc enjeu de soft power immense pour notamment typiquement les États-Unis, puisque ça fait rayonner le pays et c'est quelque chose qui a du sens. Enjeu aussi, être le premier, c'est un enjeu non seulement pour l'influence extérieure, mais aussi pour l'influence au sein du pays. Et donc là, on a un certain nombre d'exemples qui montrent tout ça, notamment en Russie. Yuri Gagarin, qui est en gros le premier homme à avoir été dans l'espace en 1961. En Russie, c'est une superstar. C'est quelqu'un, il a des rues à son nom, Ouais. il est évidemment étudié dans les manuels et tout ce que tu veux. C'est une icône, une idole, et avoir une personnalité comme ça ou un événement comme ça dans l'histoire du pays, ça forge une forme de patriotisme. Et ça, notamment en temps de guerre, c'est super important. Ouais. Contexte de la guerre froide, c'était quelque chose qu'il fallait, et encore aujourd'hui, il y a ces enjeux qui sont quand même importants. Donc, être les premiers pour ces raisons-là, image extérieure et intérieure. Il y a évidemment la raison de la science, qui est un truc assez important. Quatrième raison potentielle, pour pouvoir y vivre potentiellement. Alors là, on part sur un truc un peu lointain, mais c'est assez intéressant de voir que c'est quand même des enjeux et des discussions qui sont évoqués On par y pense, certains. quoi. On y pense un arrivé peu. premier servi, quoi. Alors, ça, Peut-être le justement, tout on va début, voir quoi. juste après sur comment ça pourrait fonctionner là-dessus, mais typiquement Elon Musk en parle assez souvent de cette dimension-là, de se dire peut-être qu'en fait, l'espèce pour survivre, en 2017, Elon Musk disait les humains, pour survivre, vont devoir tout simplement être une espèce multiplanétaire qui n'est pas seulement sur la planète Terre, mais qui est aussi sur d'autres planètes.
C'est très, voilà, c'est pas dans notre vivant qu'on. C'est long terme. Hein. Ouais, Ouais, très mais long terme. C'est une vision vraiment sur un petit bout de temps, mais c'est très hypothétique aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui est un peu évoqué aujourd'hui. La quatrième, ou le cinquième d'ailleurs, du coup, et dernière raison principale et que je trouve intéressante là justement, c'est ce qu'on vient de dire, la conquête de ressources. S'il y a des ressources sur une autre planète qu'on découvre ou autre et qu'on va dessus, à qui ça appartient et donc comment ça fonctionne. Je ne sais pas si là-dessus vous avez des idées un peu du fonctionnement de tout ça. Le premier qui trouve, quoi. Le premier qui va sur Jupiter et qui chope les rivières de diamants, je peux te dire que... Il va aller chercher. Moi, j'avoue que je sais pas s'il y a un truc qui régit. Il n'y a pas un conseil international de l'espace, je dis n'importe quoi, tu vois, qui définirait un petit peu les règles de propriété là-haut, je sais pas. Alors, t'as des règles, mais qui restent floues. Justement, c'est là où c'est pas évident. Il y a eu notamment en fait des règles qui ont été mises en place lors de la guerre froide, puisque logiquement la question commençait à se poser. Je dis beaucoup logiquement aujourd'hui, j'ai l'impression, mais en gros la question commençait beaucoup à se poser. Donc ils ont essayé de trouver des solutions. Les Nations Unies, notamment, il y a eu un premier traité signé en 1967. Ce traité, il dit quoi ? Il dit que l'espace appartient à personne, sauf que il y a eu un deuxième traité signé en 1979 au sujet de la Lune, et lui dit que la Lune appartient à tout le monde. Donc on est un peu sur une sorte de concrètement. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très clair. Si bien que du coup, quand un traité est pas clair, chacun comme ça s'arrange. On va essayer de trouver un peu notre interprétation des faits. Qu'est-ce que ça va être ? Et on a notamment les États-Unis avec le Space Act aux États-Unis en 2015 qui dit que les citoyens et les entreprises américaines peuvent explorer et exploiter commercialement les ressources spatiales. Et dans le même sens de ça, il y avait Trump en avril 2020, donc c'est assez récent, qui a signé un décret allant, pour faire vraiment très simple, dans le sens de l'exploitation des ressources de la Lune. Donc eux, les États-Unis se sont dit, en fait c'est un peu non, si on y est, on peut y aller, on peut aller chercher nos On est bien placé. On est bien placé, on n'a qu'à dire ça. C'est ça, on n'a qu'à y aller et puis on fait notre petit travail, quoi. Le truc c'est que ce flou juridique, parce que là les États-Unis disent ça, mais concrètement, c'est dur de se projeter, et ça peut poser quand même problème dans certains cas. Et pour illustrer ça, il y a un exemple qui, je pense, est assez parlant. Cet exemple, c'est, alors, je ne sais pas si on dit Psyché 16 ou Psyché 16, j'ai un peu entendu les deux. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un truc qui vous parle. C'est ça, tout simplement. C'est exactement ce qu'on voit actuellement ici. En fait, c'est un astéroïde qui est situé entre Mars et Jupiter et sur lequel la NASA va envoyer une sonde qui devrait être lancée d'ici 2022 pour arriver là-bas en 2026. Et en fait, ça fait environ 250 km de diamètre. Et cet astéroïde posséderait une quantité d'or de métaux précieux qui serait immense, qui serait juste immense en fait. Ce serait que ça, quoi. Et à votre avis, quelle serait la valeur de ce qu'on trouverait un chiffre 5 000 milliards. Jamais vous allez trouver. Des millions de milliards 10 puissance 34 milliards. C'est ce genre de truc. Je pense que d'ailleurs, on peut même l'afficher à l'écran le chiffre. Je suis loin en plus proche là. C'est même ça, on a pour une demi-heure pour lire ce chiffre, mais en gros, c'est 700 quintillions de dollars, et donc c'est 700 et après il y a 30 zéros. Ouais. Donc ça fait beaucoup en termes de dollars. J'ai fait un peu la calcul. Oui, On est sur un truc assez solide. Donc logiquement, beaucoup de valeur. La NASA veut y aller. Ok, ils y vont, mais alors ils vont pas aller chercher l'intégralité des ressources pour ramener comme ça, tu vois. Mais petite charrette. Mais ça pose une question, tu vois. Concrètement, là, si les technologies se développent au fur et à mesure, à qui ça appartient ? Comment est-ce que, s'ils sont les premiers à y aller, est-ce qu'ils vont pouvoir tout ramener ? Et si on parle d'une valeur immense, ça pose quand même des vraies questions. Là, pour vous donner un peu un ordre d'idée, la valeur de ce qu'on pourrait potentiellement trouver sur place, ça correspond au fait que chacun pourra avoir l'équivalent d'une fortune de, si je dis pas de bêtises, 90 000 milliards de dollars. Je crois que c'est ça. Donc on est sur une fortune qui n'a juste aucun sens d'un point de vue. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que la valeur de l'or est définie sur notre planète Terre en fonction de ce qu'on a trouvé de l'or. Effectivement, si on trouve des trucs improbables ailleurs dans l'espace, ça n'a pas de sens. Et la valeur chute, et donc en fait tout le monde a de l'or, et comme t'as autre chose, quoi. Et donc ça a plus trop de sens, mais ça pose quand même une question, surtout qu'on va pas ramener tout d'un coup, et donc logiquement la question peut se poser. Donc voilà, sujet assez intéressant. Je pense que cet exemple à la fin montre un peu la difficulté du sujet. Et puis au-delà de ça, vrai sujet géopolitique, disons, taux d'imposition de 5% sur Jupiter. On y va. Et une fibre incroyable aussi, toujours. Et donc voilà, je trouve ça assez kiffant de voir un peu ce qu'il en est.
Petit troco, je me permets de le redire. Si vous voulez la dimension plus scientifique, moi je l'ai quasiment pas abordé parce que c'est pas vraiment le cœur de mon sujet. Chaîne Hugo Lisboire sur YouTube qui fait un taf formidable. Ouais. Puis je veux juste remercier aussi une partie de mon équipe, Blanche, Alice et Benjamin, qui ont taffé avec moi sur ce sujet parce que 3 journalistes de mon équipe qui ont charbonné avec moi là-dessus parce que pas évident comme sujet à résumer là-dessus. Donc, Tu m'étonnes. Surtout hyper qu'il y a on a fait plusieurs il y a là-dessus tellement pour, de, chose, de ouais. données différentes, Voilà. etc. Bah, c'est top. Marie, t'allais dire un truc? Ah non, hyper cool. Ah, ok. J'adorais. Vraiment, et ça se réaccélère parce que c'est vrai qu'on avait vu que ça se calmait un peu après tout l'épisode de la course à la Lune. Toujours trop cool. On a eu 2 chroniques là entre Rive et Hugo. Incroyable. Moi, j'ai adoré. Je crois que c'est ce que dit le tweet. Des chroniques de qualité dans Popcorn. On se couchera définitivement moins bête ce soir. Mais c'est clair, c'était le feu. C'est trop bien. Moi, j'aime trop quand il y a des chroniques où On est servi, hein. où- Oh, mais viscère, hein. Je me suis assis, mon pote. Là, j'écoute, j'apprends.